Eh bien salut tout le monde, salut les gars, salut Manuel. Salut. Salut Augustin. Bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors avant toute chose, pour celles et ceux qui ont lu le titre, on ne vendra pas de formation professionnelle à travers cet épisode. C'est une vanne que je voulais absolument placer parce que quand tu vois le titre échec et réussite, c'est un sujet qui est beaucoup abordé. Et je pense que peut-être qu'avant d'aborder la définition de ces deux mots très forts, même moi je sais pas vraiment comment les définir, est-ce qu'on parlerait peut-être pas un peu de nos parcours respectifs? Manuel premièrement. Je te prends comme ça de court. Ouais. Si tu veux. 1 minute 30, allez, et les gens doivent à peu près comprendre qu'est-ce qui s'est passé les 20 dernières années de ta vie. Ça fait long déjà. Moi, je suis entrepreneur, passionné de nouvelles technologies. J'ai démarré ma première boîte quand j'avais 18 ans. Il se trouve que c'est toujours cette boîte-là qui s'est développée à travers l'Europe depuis. On était 2 au démarrage, on est 1000 personnes maintenant. On est coté en bourse et on fait près de 100 millions d'euros de revenus annuels et on accompagne des grandes marques dans leur croissance. Donc j'ai démarré en accompagnant des TPE, PME à Limoges en province et aujourd'hui on est dans plus de 17 pays de mémoire. Voilà. C'est ouf. Donc toi au tout début tu codais des sites web en fait. Moi je viens du code, ouais. C'est énorme. Ouais, parce que quand tu m'en as parlé la dernière fois, je savais pas en fait tout simplement que tu avais commencé par coder des sites web. Toi Augustin, t'as pas codé de site web au début. Alors c'est très dur de passer après Manuel là par contre. On est vraiment sur une pression. Mais non, c'est juste 2 thèmes différents. Oui, je pense oui. que c'est 2 parcours totalement différents. Et regarde, on est tous les 3 autour de la table. Donc c'est Tout qu'au à bout fait. d'un moment, je pense que tous ces parcours-là mènent au final à un échange qui reste super intéressant puisqu'on est là en train d'en parler tous les 3. Et la vraie question, ce serait est-ce que c'est une réussite ou pas ? Certains, en écoutant Mais c'est ça, à vont ça, considérer que c'est une réussite. Est-ce que c'est une réussite ou pas ? Je sais pas, on va en parler. Moi j'ai le parcours atypique comme on dit. 1 minute 30. Hein. Pas Ouais, que le ouais. parcours, Augustin. Je Bah, pense. c'était moins d'1 minute 30 Manuel. Moi je vais vraiment faire 1 minute 30 je pense. Peut-être pas quand même. Moi j'ai passé mon bac. Après le bac j'ai eu le parcours où j'ai cherché ma voie pendant très longtemps. J'ai fait du droit, j'ai fait de l'associatif. T'avais pas Maps à l'époque ? Ah, j'ai cherché ma voie. Ouh là là. Atypique. Ouais. J'ai fait un parcours atypique. Donc après le bac, je me suis beaucoup cherché. J'ai fait du droit, de l'associatif et beaucoup de choses. Et j'ai fait la voie, entre guillemets, facile. J'ai fait une école de commerce. Voilà. En 5 ans. J'ai fait d'abord 2 ans en post-bac. Et après, je suis passé dans une autre école où j'ai fait un truc un peu plus sérieux. Et en sortant de mon école de commerce, j'ai fait plus du commercial chez Lagardère où je vendais des chaînes sur des bouquets TV. Et je me suis très vite rendu compte que ça m'embêtait pas mal. Et là, je me suis remis en question. Je suis allé travailler à l'étranger. Je suis revenu en France. J'ai fait plein de petits boulots. Et après, je suis arrivé dans ce monde des youtubeurs un peu par différentes coups de chance, faut dire. Et Ça aussi on en parlera parce que je suis pas persuadé que ce soit de la chance. Certains appellent ça coucher. Et en gros, pour moi, c'est une réussite ce que je fais aujourd'hui parce que je suis, après tout ce que j'ai fait, dans un milieu pro qui me plaît énormément, où je suis content de me lever le matin. Très bien, moi me concernant, vous savez à peu près le parcours. Enfin, j'ai démarré ma boîte à 15 ans et demi sous le nom de ma mère pour facturer la toute première facture qu'on m'avait proposée à 150 €. J'ai dit à mon directeur que je voulais me casser des cours à 16 ans. Il m'a laissé 1 an pour entreprendre quelque chose de viable. J'ai réussi à avoir un tout petit salaire au bout d'1 an d'activité, ce qui m'a permis de continuer. Et au fur et à mesure, j'ai professionnalisé les productions vidéo et aujourd'hui, je vis pleinement de la chaîne YouTube Tech News et Test, des productions vidéo que je réalise. Et c'est comme ça qu'on a atterri tous ensemble puisqu'on travaille avec Manuel ensemble, avec Augustin ensemble sur certaines productions vidéo. Voilà, c'est là où on en est et je voulais rebondir Augustin sur ce que tu as dit là justement. Il a indirectement assimilé la réussite au fait que ce qu'il fait aujourd'hui ça lui plaît. On en vient peut-être là aux définitions Manuel. Est-ce qu'on définit d'abord la réussite ou on définit d'abord l'échec ? Comme tu veux, en fait. La réalité, c'est que moi, je pense que ce sont des concepts relatifs. C'est-à-dire que la réussite, elle est toujours relative, l'échec l'est plus ou moins, mais je pense que la réussite, elle est très relative. Pourquoi ? Parce que derrière réussite, les gens vont entendre différentes choses. La première, ça serait... Voilà. Déjà, c'est clair. C'est une façon de mesurer la réussite. Je trouve personnellement qu'elle est assez relative et incomplète, parce que tu peux faire beaucoup d'argent et être très malheureux. Il y a plein de gens qui sont dans cette configuration. Ouais, mais est-ce que la réussite, c'est d'être heureux ? Là, c'est on est d'être... presque dans la philo, Romain. Ouais, je sais. Mais... Je pense que c'est aussi d'être épanoui. Mais bon, je vais continuer mon schéma. Donc, la réussite, elle est relative parce que certains la relient à l'argent, certains la relient à la reconnaissance sociale, au fait de à la prouver famille. des choses à leurs proches,
au fait d'exister parce que les gens te voient d'une certaine façon, tant et si bien que certains se targuent d'une certaine réussite ou storytellent particulièrement bien leur réussite alors qu'elle n'est pas une forme de réalité, ou en tout cas elle est plus un fantasme qu'une réalité. Et moi, dans ma vie d'entrepreneur, comme je suis un peu plus vieux que vous, j'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs dans ma vie et de grands dirigeants de boîtes qui n'ont pas forcément fondé ces boîtes. Et je peux vous dire, pour en avoir vu pas mal, que certains de ces entrepreneurs sont considérés comme des gens qui ont réussi et qui sont super successful à la une des magazines, à la télé ou ailleurs. Et puis quand tu les connais un peu, tu te rends compte qu'ils sont absolument pas épanouis. On leur dit qu'ils ont réussi alors que eux, ils considèrent qu'ils n'ont pas réussi. Mais parce que c'est peut-être se bloquer. Quand tu dis ça y est, j'ai réussi, c'est fini. Il y a peut-être ça aussi. Le mot est peut-être un peu... Il y a ça aussi. C'est-à-dire, si je me dis ça y est, j'ai réussi. Moi, personnellement, quand on me parle de réussite, je serais plutôt sur l'épanouissement que j'ai actuellement, content de me lever le matin, être dans un milieu pro qui me plaît, mais aussi dans un milieu amical, familial et tout, qui me plaît. Moi, j'en suis plus là sur la réussite. D'ailleurs, la définition de la réussite en début de carrière, en milieu de carrière ou en fin de carrière n'est pas la même. Si tu veux faire une caricature, parce qu'on va être un peu obligé d'aller dans quelques clichés, mais au début, tu réussis pour toi, et puis ensuite, tu réussis un peu pour les autres qui sont proches de toi, et puis ensuite, tu réussis pour une forme de reconnaissance ou de statut social ou de liberté. C'est-à-dire que cette réussite te donne de la liberté. Et puis enfin, après, tu es plutôt animé par le fait de transmettre. Donc la réussite va devenir une forme de transmission, ou le fait que ta boîte te survive, ou n'ait plus besoin de toi, ou voilà. Quand tu te rends compte que tu as réussi, est-ce que c'est parce que tu t'es rendu compte que tu avais échoué avant? Est-ce que si tu nais et que tu réussis tout ce que tu fais, est-ce que tu t'en aperçois que tu réussis? Je pense pas. Et c'est là où je vais en venir à la définition de l'échec, du coup. Pour moi, ça a vraiment un rapport, les deux, non? Oui, pour moi, c'est parfaitement relié. C'est-à-dire que tu ne peux parfaitement réussir que si tu as beaucoup échoué. Mais les gens parfois s'en rendent pas compte. Ils ont vraiment l'impression que dans tous les projets, par exemple, quand on a cité nos parcours, ils ont l'impression de se dire bah Manuel, c'est simple, il a codé au final son site internet, il l'a vendu de plus en plus cher, du coup il a commencé à employer des gens, et puis ça a créé une boîte, et puis aujourd'hui c'est génial, voilà, il a réussi, c'est tout. C'est facile en fait. Mais c'est vrai, mais aujourd'hui c'est ça. En fait, je pense que le podcast va être intéressant à partir du moment où on va commencer réellement à poser ce que nous on a pu maîtriser et ce qui nous a totalement aussi échappé. Alors moi je voudrais citer une phrase que j'aime bien. Qui dit non, c'est pas du tout un télo. La réussite, c'est comme les femmes enceintes. Oula, j'ai peur. Ça va pas du tout être philosophique, tout le monde te félicite, sauf que personne ne sait combien de fois tu t'es fait enculer. J'aurais jamais gardé ça. J'étais sûr. Oh là là. Ah, elle est mignonne, j'aime bien. Oh, c'est ignoble. J'aime beaucoup. Et en fait, c'est exactement ça, puisque tu parles de réussite et d'échec. En fait, c'est ignoble, je peux pas la garder. J'en reviens pas. Si, tu la gardes. Bah si. Tu biperas peut-être le dernière syllabe, les gens comprendront. Je mettrai que c'est le mot enculé voilà, d'ailleurs. c'est ça. Je le redis pour que tu le rebipes. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours plein de monde sur la photo pour te dire que tu as réussi ou que tu en es là, etc. Sauf que quand tu t'es planté, il n'y avait pas beaucoup de monde en fait. Et personne n'en parlait. Et voilà. Et je pense que tu as besoin de ces échecs pour essayer justement de comprendre ce qui t'arrive et de faire la différence entre ce qui est une réussite ou un échec. Mais moi j'ai vachement de mal avec ça parce que T'es très humble déjà. Déjà, il faut savoir qu'on a du mal à parler de toi. T'aimes bien parler de ton équipe, de ton... Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. T'as envie de parler de ta société, parce que t'es totalement et pleinement conscient que peut-être que si t'enlevais beaucoup de gens de l'équation, t'aurais pas réussi de la même manière aussi. Ouais, parce que je pense qu'on est dans une époque où on starifie trop les entrepreneurs. Un entrepreneur, il est ce qu'il est parce qu'il a une équipe. Tu n'as pas de leader sans follower. Totalement. Non, mais c'est vrai. Sinon, tu leads personne, tu te leads toi-même, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, un entrepreneur sans ses équipes, il exécute finalement peu de choses. Il peut avoir des idées, mais il exécute peu de choses. Et comme c'est l'exécution qui compte, parce que c'est ce qui va matérialiser ton idée et le rendre concret, tu as besoin de tes équipes. Et puis, perso, je considère que chaque succès, entre guillemets, amène de nouveaux défis. Donc, ma satisfaction personnelle, elle dure quelques secondes. Mais parce que t'en veux toujours plus. C'est parce aussi un gros syndrome. Défi, à chaque fois. Dès qu'il y a quelque chose qui se fait, c'est quel est le prochain. Exactement. C'est un truc, ça s'arrête jamais. Parce que si t'as le syndrome du mec qui est arrivé, c'est-à-dire tu dis, bon, mais maintenant je suis là,
ça me va, je considère moi que j'ai réussi, etc. Moi, j'admire les gens comme ça. Bah, ils ont juste un esprit différent et je pense que c'est là la différence avec un esprit entrepreneur, c'est qu'on on est très peu satisfait en fait. Mais la réalité, c'est que moi, j'aime moins le résultat que le chemin. Ce qui m'intéresse, c'est le chemin. Ce qui m'intéresse, c'est les trous dans la route, les cailloux, le fait que tu aies percé 8 fois et qu'il faut quand même maintenir la vitesse en roulant sur 3 roues, etc., etc. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Et c'est jamais ce dont on parle. Et c'est pour ça que je pense que les gens ont toujours une image très simplifiée en se disant ils ont fait que réussir. Parce qu'évidemment, quand on échoue, il n'y a personne pour le crier haut et fort. Je vais pas aller dire merde, j'ai merdé une vidéo, le projet s'est pas fait, j'ai pas pu travailler avec telle marque pour créer telle vidéo, ça me déçoit, je vais jamais tweeter ça, tu vois. Donc les gens, du coup, se rendent pas compte. Et si demain je devais tweeter chaque échec dans une journée et chaque réussite, ça serait chiant en fait. Je pense que les gens seraient déçus. Ils se diraient. En fait, je pense que ça, c'est une erreur de notre part à tous. Si vous-même vous êtes entrepreneur, etc., on ne parle pas assez de nos échecs. Et ce qui nous différencie beaucoup des Américains qui sont beaucoup pris en exemple, surtout dans l'industrie de la tech, c'est qu'ils parlent vachement plus de leurs échecs et vachement plus librement. Et chez nous, on a tendance à médiatiser les réussites, jamais les échecs. Ouais. C'est dommage. Alors que dans les échecs, il y a beaucoup d'apprentissage. C'est Mandela qui disait je n'échoue jamais, dans un cas j'apprends et dans l'autre cas je réussis. Un truc comme ça. Et c'est exactement ça. Il y a pas d'échec. Soit tu vas apprendre, soit tu vas atteindre ton objectif. Mais si tu considères l'échec comme quelque chose de honteux, dont tu peux pas parler, etc., moi, pour développer la boîte, avec les équipes, avec les associés, avec les nouvelles formes d'activité qu'on a créées au fur et à mesure du temps, parce qu'évidemment, la boîte, elle fait plus du tout la même chose que quand je l'ai fondée il y a plus de 20 ans. Tu t'es planté, mais 1000 fois. Il y a plein de gens qui vont être bloqués parce qu'ils considèrent que réussir, c'est forcément un truc énorme. Même pas, ils ont l'impression que dès qu'ils vont devoir le faire, si c'est pas pour réussir, ils voient pas pourquoi le faire. Et c'est le plus gros conseil à chaque fois que je donne quand les gens me disent quelle caméra je peux prendre pour filmer ma première vidéo. Je leur dis mais prends juste un truc qui filme. Parce que ça c'est une citation aussi d'Orelsan, mais c'est vrai parce que au final, ce qui est intéressant, c'est le contenu que tu vas créer, pas ce que tu en retiens à la fin, c'est le fait de t'entraîner à le faire. Et beaucoup de gens n'osent pas contacter. Je peux prendre aussi un exemple qui est personnel. Au tout début de la chaîne, c'est bien, c'est un peu les coulisses, on s'était dit ce podcast-là, mais au tout début de la chaîne, il y a une grosse différence que je peux raconter qui s'est passée avec Xbox. Xbox, je les connais depuis 6 ans, et la première fois que je suis allé vers la personne qui s'occupait des médias, de la commercialisation des produits et tout ça, j'étais allé le voir avec une vidéo où j'avais acheté une Xbox, j'avais réalisé la vidéo sur une Xbox, et j'étais allé le contacter en lui disant « Tiens, regarde ce que je sais faire, est-ce que tu pourrais ou est-ce que tu as envie de m'envoyer tes prochains produits pour que je fasse la même chose ?» Et il avait halluciné, j'avais pas compris pourquoi. J'étais plus jeune, j'avais 15-16 ans, et il m'avait appelé, il m'avait dit « Mais tu sais que c'est fabuleux parce que tu as fait tout l'inverse de ce qu'on me demande d'habitude. » Je dis « Comment ça ?» Il me dit « La plupart des jeunes qui me contactent, ils viennent me voir en me disant « J'ai envie de faire une vidéo, je pense que ça va être ça, est-ce que tu peux m'envoyer ton produit pour faire la vidéo ?» Mais je n'ai pas d'exemple, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas ce que fait la personne. Et ils ont l'impression de toujours... c'est la charrue avant les bœufs, quoi. C'est exactement ça. Tu as l'impression de tout devoir avoir. Tu as même des gens qui me disent « Alors attends, mais quelle structure de société je vais avoir? Comment je facture? C'est quoi un devis? Il faut le numéro de PO ?» Et je lui dis « Mais c'est qui comme client là de ouf que tu as pour signer ça ?»« Ah non, mais j'ai pas encore de client encore, du coup je... » Mais non, mais va déjà voir les clients. Et une fois que tu as 15 demandes, tu les fais marronner, tu crées ta société et tu signes tout, tu vois. C'est parce que on a beaucoup de gens qui sont en théorie sur les questions de business, en fait. Mais c'est la même chose dans l'investissement dans des startups, qui est un milieu que je fréquente un peu. Et en fait, tu as vu passer à une époque plein de gens qui avaient des idées de boîte et qui arrivaient à lever de l'argent sur l'idée d'une boîte, sauf qu'ils n'avaient rien fait. C'était pas du software, c'était du slideware, en fait. Je vois. Les mecs, ils avaient fait des beaux slides. Ils avaient fait des slides. Et ils disaient, on pourrait faire ça. Et à une époque, ça a marché. Ça a été les travers de notre industrie, c'est-à-dire que comme les mecs ne comprenaient pas la tech, ils mettaient de l'argent sur des promesses qui n'avaient jamais lieu. Ça a donné l'explosion de la bulle des années 2000 où Internet s'est pas mal effondré à cette époque-là parce que les mecs avaient investi dans des trucs qui finalement étaient injouables en fait. Et aujourd'hui, si vous allez voir un investisseur parce que vous avez l'idée d'une boîte où vous voulez la monter, n'allez pas le voir à ce moment-là. Allez le voir en disant j'ai exécuté ça, j'ai démarré ma boîte, je commence à avoir des utilisateurs, j'ai pas pu faire ça,
J'ai pas pu faire cette feature, cette fonctionnalité, j'ai pas pu mettre en place ce module ou ce module parce que j'ai pas les fonds. Mais regardez, il y a déjà une courbe de croissance, il y a déjà une courbe d'acquisition, etc. Ça va permettre de se projeter. Exactement. Et aujourd'hui, on n'investit plus sur des promesses, on investit sur un début de réalité. Même si le périmètre est petit, mais au moins on voit la réalité qui est sous les yeux et ça permet de prendre des décisions. Ok. Merci, J'avais pas de. Augustin. J'étais en train de réfléchir à un truc, mais. Est-ce que tu as une chronique Oui, pour j'ai nous une chronique. Ah, on lance ton jingle alors. Oui, le magnifique jingle. Appelez-le avec moi, les enfants. Augustin. Je vais vous raconter comme la dernière fois le parcours d'un personnage haut en couleur, James Cain, dont la carrière et la vie personnelle mélangent le bridge, donc le jeu de cartes, et la haute finance. Il a quitté l'université avant la fin de son diplôme, juste pour se consacrer à sa passion des cartes, donc le bridge. Donc après un séjour dans l'armée américaine, il se met à jouer au bridge de temps en temps à Manhattan, dans des petits clubs de jeu, et il rencontre l'un des plus grands champions de bridge de l'époque, qui s'appelait Georges Rappé. Et donc, il l'introduit dans un club assez fermé qui s'appelle le Cavendish Club, où il y a des joueurs pros qui jouent. Moyenne d'âge 90 ans. Ouais, où il y a des joueurs pros qui jouent et des hommes d'affaires. Et en fait, il rencontre un homme d'affaires qui s'appelle Greenberg, qui le repère un peu en disant « lui, il est pas bête, il joue bien. » Et donc, il est recruté par ce mec Greenberg chez Bear Stearns comme un opérateur de marché. Donc un peu opérateur de marché, t'es pas vraiment trader, mais t'es un peu en dessous, c'est toi qui passes les ordres. Ok. Et il continue quand même tous les jours à jouer au bridge. Ça reste quand même un bon à côté. Et en fait, au fur et à mesure des années, il grimpe dans la hiérarchie de Bear Stearns et il devient PDG directeur général en 85 et PDG en 2001. Donc on est quand même sur une réussite assez folle. En 2005, il est classé par Forbes comme 384e fortune américaine avec autour de 900 millions de dollars. En gestion ou en bénéf pour lui? Non, c'est sa fortune Ça personnelle. fortune personnelle. Ok, c'est beau. En 2006, il est devenu Il est peut-être très malheureux. Hein. Il est devenu C'est possible. En 2006, oui, Les mecs, c'est ils se possible. rassurent, Bah, tu sais. tu vois. En 2006, il devient le Tous les premier. riches sont malheureux comme ça. C'est vachement rassurant. C'est très Très rassurant. rassurant. Tu vois pourquoi je deviens pas riche, maman? C'est pour pas être malheureux. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est être riche? Mais enfin, on va pas ouvrir ce sujet. Oh là. Voilà. Prochain Donc- podcast. En 2006, il devient le premier dirigeant de Wall Street à posséder une entreprise valant plus de 1 milliard de dollars. Lui, son plus grand truc de l'époque, c'était de dire non, mais je suis un des meilleurs joueurs de bridge américains. Il préférait dire ça. Cependant, James Gray a perdu toute sa valeur boursière de sa boîte dans la crise de 2007 à 2008. Et il a cédé l'ensemble des parts de sa société pour 61 millions de dollars. Et CNBC classe d'ailleurs Cain, pour sa gestion, comme pire PDG américain de tous les temps. C'est même pas un titre YouTube. Ah. C'est vraiment C'est genre. vrai. C'est C'est un vraiment vrai classement, quoi. tac. Worst ever. Et du coup, ce qui est assez drôle, c'est qu'à partir de 2008, il se retire totalement des affaires pour poursuivre ses occupations dans le bridge. Et donc, il se met à sponsoriser des équipes avec des anciens champions de l'époque et il se met dans le business à plein temps là-dedans. Et là-dedans aussi, attention, ça marche très bien. Puis un jour, en 2015, il est reproché d'avoir mis des joueurs qui avaient triché dans ses équipes. Oh le bâtard. Et du coup, il Ça dit... te colle à la peau, ça. Hein, quand Le mec même. a le mauvais œil quand T'es même. mauvais, Voilà. t'es mauvais. Hein. Et dès qu'il y a eu les preuves, d'ailleurs, il a dû les éjecter de son équipe et son équipe a finalement perdu tous ses financements. Voilà. Après, il reste quand même un des mecs à 85 ans qui joue encore apparemment sur le BBO, qui est le principal signe en ligne de bridge. Voilà. Aujourd'hui, il a 85 ans. Donc, il a l'âge des joueurs de bridge, mais il a commencé quand même beaucoup plus tôt. Merci Augustin pour la De chronique. rien. Ouais, ben on en vient à là en fait, c'est que t'as beau monter des énormes structures, t'as beau faire plein de choses, ta boîte peut réussir, toi tu peux échouer personnellement parce que c'était peut-être pas en fait ton but de base. Et elle est là la course folle, je trouve aujourd'hui, surtout encore plus avec les réseaux sociaux, c'est que tu vois beaucoup de gens qui te font croire qu'ils ont réussi parce que c'est un média comme de l'entertainment en fait, ils mettent ça en scène. Tu veux parler de Dan Bilzerian ? Non, pas forcément, parce que c'est même pas forcément une réussite ou pas. Lui, en fait, j'arrive pas à... Vu que je suis pas envieux comme personne, j'arrive pas à voir quelqu'un... je te donne un exemple, t'as plein de gens qui me disent « Oh là là, Bill Gates, tu te rends compte, Bill Gates, oh, la plus grosse société du monde, oh là là, si moi aussi j'avais eu l'idée au début. » Et en fait, aujourd'hui on connaît... L'idée des écrans bleus, l'idée des bugs, l'idée de quoi en fait exactement. Bon, ok, Steve Jobs si tu veux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vu que on n'est pas à caractère envieux, on se rend compte des efforts qu'il faut faire pour en arriver là-bas et parfois il y a des choses auxquelles j'ai la possibilité d'accéder
et je me dis, bah non, en fait. Ça, je sais que je pense pas être heureux là-dedans, même si ça peut rapporter plus de succès à ma boîte, si ça peut rapporter... je sais pas comment l'expliquer. En fait, moi, si j'avais un seul conseil à donner, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est de dire ne vous laissez pas imposer des modèles de réussite. Voilà, exactement. Il y a trop Merci. de gens qui vous vendent des modèles de réussite. Alors, tu as des mecs qui vont te vendre des formations pour réussir. Alors, c'est comme si on te vendait une formation pour respirer, une formation pour être épanoui. Je suis un poil moins etc. d'accord là-dessus, parce que suivant les parcours du gars, il peut te donner des conseils businessment parlant, peut-être. Ouais, mais ça, c'est des conseils business, c'est autre chose. Ah, ok, oui. Ok. Mais une C'est pas de la formation psychologie, à la quoi. réussite, Ok, oui. c'est un peu du vent. C'est quand même un peu relatif. Et pourtant, il y en a. Qu'on te donne des outils, des méthodos pour des sujets très précis, très pratiques, qu'on soit dans le partage d'expérience en disant pour moi ça marche, je sais pas si ça marchera pour vous, mais en tout cas pour moi mon raisonnement ça a été ça et voilà ce que j'utilise pour résoudre ce problème. Ça c'est plutôt du partage d'expérience, c'est des choses différentes. Mais je crois que ce qui est important c'est de ne pas se laisser imposer un modèle de réussite, de ne pas s'imaginer que pour réussir il faut forcément avoir une société. Il faut forcément être un entrepreneur. Aujourd'hui, être entrepreneur, c'est cool. Moi, quand je l'ai démarré, être entrepreneur, ça voulait dire être inemployable. C'est vrai. Socialement, ça voulait dire que personne ne voulait te donner de job. Puis Donc, c'était pas cool du être tout. entrepreneur aujourd'hui, c'est de pas avoir de prêt de banque, c'est de pas avoir Donc, accès à un loyer facilement. Non, mais c'est vrai en plus, tu peux en parler, mais ça ouais, y a ouvre plein plein d'autres merdes à gérer. Hein. Exactement. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de modèle. Le modèle, c'est poursuivez votre passion. Essayez de faire des choses qui sont à l'intersection de ce que vous aimez, de ce qui relève d'une économie. C'est-à-dire que si vous aimez le macramé, c'est super. Je ne suis pas sûr que vous puissiez en vivre. Mais il faut qu'il y ait une économie, il faut qu'il y ait une forme de passion et il faut que vous ayez de la compétence. Et c'est l'intersection de ces trois cercles qui va potentiellement fabriquer quelque chose. Si ça vous plaît pas, que vous n'êtes pas compétent et qu'il n'y a personne pour payer ce que vous proposez, ça va pas marcher. Mais s'il en manque ne serait-ce qu'un des trois, ça va être compliqué en fait. Je suis pas d'accord avec toi parce que à l'époque, quand on a démarré justement sur T'as ces vraiment plateformes... dit à l'époque là? Ben ouais, mais mec, c'est vrai, ça fait déjà 7-8 ans que j'ai Ouais. tourné mes premières vidéos. Et à ce moment-là, YouTube, il n'y avait pas de monétisation. On voyait pas du tout ça comme un métier ou encore loin de là. C'était même pas un mot à l'époque employé avec ça. Et pourtant, ça s'est déployé après. Ce que je veux juste dire par là, Manuel, c'est que j'avais donné un conseil à un événement. Un jeune trop mignon, il avait 11 ans, il était dans le public et il me dit « Ouais, mais qu'est-ce que tu conseilles pour réussir sur YouTube ?» Alors, j'ai entendu par là, je me suis dit « Bon, ben, la réussite sur YouTube, disons-le clairement, c'est d'avoir 1 million d'abonnés, d'avoir 3 millions de vues par mois. Les gens voient la réussite là-dessus. » Ce qui est dommage, parce qu'il y a plein d'autres vidéastes qui, pour moi, ont réussi et qui font du super contenu sans avoir ces audiences-là. C'est gentil. Je lui ai répondu... Merci Romain. Je lui ai donné un conseil, je lui ai dit... Plutôt que de parler d'un contenu qui est déjà surmédiatisé où tu es sûr que ça fonctionne déjà actuellement et qui te plaît un petit peu, tu vas vouloir l'exploiter pour réussir toi aussi dedans, vaut mieux avoir quelque chose qui te plaît plus, même si le sujet est beaucoup plus niche. Parce qu'à l'époque, encore une fois, dans le domaine de la high-tech, on était 4. Il y avait... Ouais, mais on dit la même chose, Romain. Le gamin, il était passionné. Ouais, mais tu vois... Ou en tout cas, tu présupposes qu'il l'était. En tout cas, il avait l'air passionné. Il parle de YouTube, c'est un écosystème. Il n'était pas monétisé comme il l'est aujourd'hui. Mais il y avait un potentiel de business, les gens ne savaient pas exactement comment, il n'était pas aussi clair, il n'était pas aussi net, mais il y avait des prémices de trucs qui se passaient. Ça le temps le dira, mais il y avait une compétence et l'envie d'être compétent sur ce sujet-là. Donc il faut bien l'intersection de ces trois-là. Si le mec n'est pas compétent, qu'il y a du fric sur YouTube et que ça le fait chier de le faire, ça va pas marcher. C'est pas parce qu'il y a du fric dans l'écosystème YouTube que ça va fonctionner. Donc oui, mais il faut bien l'intersection de ces trois trucs-là. je pense que ce que j'ai essayé de dire, c'est que si tu prends un très gros marché où tu sais que l'économie est énorme et un marché moyen avec une économie moyenne mais où tu auras plus facilement ta place, je pense qu'il est plus intéressant d'aller vers une économie qui est moyennement bonne, mais qui a du long terme aussi devant elle, où tu pourras te faire plus facilement ta place plus rapidement. On est d'accord là. Ok, on est d'accord là-dessus aussi. Mais parce l'un que n'exclut pas l'autre. voilà, aujourd'hui, tu as envie de faire une chaîne Fortnite, c'est très bien, sauf si tu as un concept incroyable à proposer qui n'a jamais été fait, tu as l'idée du siècle. Je veux dire, vaut mieux aller faire des vidéos tuto, j'en sais rien moi, coloration coiffure, tu vois, je sais pas, mais un truc beaucoup plus niche que des vidéos Fortnite où tu vas être noyé dans le bain de YouTube.
Mais c'est pour ça que je dis, ne vous laissez pas imposer un modèle de réussite. Il peut y avoir des réussites qui sont tout à fait confidentielles, plus petites, sur des marchés niches, moins connus, etc., mais qui vont apporter énormément d'épanouissement aux gens qui les drivent. Je finis sur un sujet important. Au tout début du podcast, Augustin a dit je pense avoir réussi parce qu'aujourd'hui j'ai quelque chose qui me plaît. Si ça te plaît, c'est qu'indirectement tu es un peu heureux, que tu développes quelque chose qui te rend heureux. Est-ce que quand tu réussis, tu es forcément justement heureux à la fin? Est-ce que par exemple pour ta boîte, tu te dis qu'au bout de 30 ans, si elle continue de perdurer, et on en a parlé la dernière fois, tu m'as dit un mot qui m'a choqué, et j'ai envie que tu le redises quand tu m'as dit comment tu jugeais les gens qui disaient oui, moi je suis heureux. Je déteste ça. Je trouve que il faut être vraiment bouffi d'orgueil pour dire je suis heureux. C'est un projet inatteignable en fait. Et si on peut déjà être épanoui, c'est déjà beaucoup. Si on peut l'être pas individuellement mais en équipe, c'est encore mieux. Quant à être heureux, sincèrement, c'est dur. ça se décide. Pourquoi c'est dur, Augustin? Ça se décide à la fin. Est-ce que tu peux définir ce que c'est être heureux déjà? Je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent le dire. Ou c'est c'est pareil, très c'est un peu personnel. subjectif. Je suis pas tellement d'accord. Pour moi, c'est quand même une plénitude. Je sais pas si le mot est très clair, mais c'est quand il même existe. Hein? Il existe en tout cas. Il existe, mais c'est un truc trop complet, trop pour moi. Même si c'est la vision de chacun, être heureux, c'est au-dessus. Je vais pas dire c'est au-dessus de tout, mais c'est un truc. Ouais, j'ai du mal aussi avec les gens qui me diraient je suis heureux. Pourquoi tu es heureux? Je pense que la personne a du mal à répondre. Tu peux être heureux un instant, mais être heureux dans l'absolu tout le temps. Ah non, c'est exactement ça. Tu vois, et pourquoi on relierait forcément le fait de connaître du succès, d'atteindre des objectifs, de dépasser certains challenges, etc., au fait d'être heureux? Moi, je connais des gens qui ont du succès, qui écrasent tout sur leur passage, qui, chaque fois qu'ils se fixent des ambitions nouvelles, finissent par y arriver, etc., et qui, pour autant, sont pas heureux. C'est là où, encore une fois, et dans un cas perso, je pense que, tu vois, par rapport, je définis la réussite par rapport à ma société et je définis le fait d'être heureux par rapport à moi, ma personne. Et c'est pas pour autant que quand ma société fait des super mois, où on produit des super vidéos, où on travaille avec plein de marques, etc., c'est pas dans ces mois-là où je suis le plus heureux parce que je suis tellement occupé à travailler et à vouloir que ma société soit une réussite que souvent du côté perso, j'ai moins de temps à accorder aux gens que j'apprécie, je suis plus recroquevillé, tu vois, je suis très concentré, très focus, alors que les mois où ma société est très calme, où je suis en train de faire des sujets juste qui me passent par la tête, je réponds moins facilement, etc., là j'ai l'impression d'avoir vraiment, tu vois, un monde merveilleux au-dessus de la tête. Parce que pour toi, l'indépendance, c'est un sujet important. Mais t'étais heureux dans la Formule 1, par exemple, tu vois. Ça, c'est un moment où t'étais vraiment heureux ou pas? Tu vois, j'aimerais bien savoir du coup. Quand j'étais dans la Formule 1 en train alors par rapport à la toute dernière vidéo, j'ai sorti une grosse vidéo où j'ai eu la chance de piloter une Formule 1 avec le groupe Renault qui m'a invité, on avait beaucoup travaillé ensemble, donc pour clôturer cette année magiquement, j'ai pu conduire une Formule 1. Alors dites-vous juste que si vous avez l'impression que Romain vous parle beaucoup de Formule 1 parce que vous le suivez sur plusieurs réseaux sociaux, imaginez combien de fois nous on l'a entendu cette histoire de Formule 1 en fait. Donc, il a regardé la vidéo, c'est une des seules vidéos que tu as beaucoup rematé en plus. Et que je peux encore remater aujourd'hui en étant... mais j'ai un ego, j'ai un très bel ego, hein. Je suis quelqu'un qui est fier de... Non mais c'est vrai, j'ai un très bel ego. Je sais pas comment le dire. Moi j'ai un ego dégueulasse. Oh là là, mon ego, oh là là. Il est moche. Et vous, vos égos? Dans le sens où je pense que déjà, le fait d'être youtubeur... Attends, est-ce que tu étais heureux dans la Formule 1? T'as changé de sujet? Oui, j'étais heureux, je pensais à rien d'autre, juste à pas mourir, et le fait de penser à pas mourir, ça m'excitait, et le fait d'être excité par cette adrénaline, ça m'a procuré une émotion bonne, donc j'étais heureux à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est très court, parce que dès que tu rentres au stand, tu penses à la caméra, tu pries pour que le micro il ait bien fonctionné, tu vas vite voir le caméraman pour savoir les plans qu'il a. Et puis il y a différents mécanismes, il y a des gens qui sont heureux quand ils vivent ce genre de choses, parce qu'ils se sentent épanouis, etc. Tu as d'autres gens qui sont très très altruistes, c'est-à-dire qu'ils doivent ne pas penser à eux du tout, ils vont être beaucoup plus heureux quand quelqu'un d'autre va être heureux en fait. Donc leur propre bonheur est conditionné au niveau d'épanouissement de leur environnement, etc. Donc c'est très moi relatif. ça c'est plus tu vois dans le quotidien. Ce qui me rend plus heureux, c'est le fait de sécuriser, on va dire, mon environnement, de me dire que les gens qui sont autour de moi ont une vie agréable aussi, on peut aller déjeuner sans se poser de questions, on peut aller faire des courses sans se poser de questions, ça me rassure, et le fait que ça me rassure, j'ai pas besoin de si tu veux, penser à moi ou me procurer des choses matérielles
pour être heureux. Le fait que les autres l'aient, parce qu'on a créé un environnement tous ensemble, ça me rend heureux. C'est là où c'est très bizarre, parce que la Formule 1, c'est un moment très égoïste. J'étais moi tout seul dans la Formule 1 pendant 3 tours, c'était mon moment, moi j'étais heureux, tu vois. Tu es en train de répondre à la question, il faut un peu de tout ça. C'est pour ça que être heureux, répondre à la question est-ce que tu es heureux par oui ou par non, c'est finalement quasi impossible, parce que c'est un mélange d'un peu tout ça. Donc les gars, on est d'accord pour finir en disant que l'échec a un rapport et même absolument dépendant de la réussite, l'un envers l'autre. Par contre, le fait d'être heureux, c'est totalement indépendant et détaché de la réussite. Tout à fait. Exactement. Ok, c'est beau. Je pense qu'on C'est peut beau. finir ce podcast ainsi. J'espère que ce sujet vous aura plu. Et on vous invite évidemment, comme d'habitude, à nous donner votre avis sur Twitter. Et pourquoi pas nous dire aussi si on reparlera de qu'est-ce qu'être riche. C'est très intéressant comme sujet parce que beaucoup le voient par rapport à l'argent, mais ça peut être plein d'autres choses. On vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Vous dites au revoir les gars. Au revoir. Au revoir. On est chez toi en même temps. Hein.